Ah, tu adores Abongi? Oui, oui. Mon Dieu. Bon, mais écoute, il faut qu'on s'excuse aux auditeurs, là, doyen. Bon, Oui, mais, excuse. C'est à toi de t'excuser auprès des auditeurs. mais tu Hein, sais qu'on est déjà connecté, là, non? oui, oui, mais oui, On y est oui. déjà. Alors, voilà. Oui, oui, je sais. Hein, oui, je sais. La radio de la communauté retour sur cette antenne avec les difficultés que nous avons connues. Alors, le doyen Yves Lekanza Abongi, d'une très grande intelligence, a pu donc remettre les pendules à zéro et dans le zoom, comme vous le constatez, toutes nos excuses pour ce qui s'est passé. Nous avons passé 30 minutes ensemble et nous abordions la question de la conférence nationale souveraine, notamment de ses mérites, et nous avons relevé avec le doyen Yves Lekanza Abongi que cette conférence aura eu le mérite de restaurer le multipartisme au Congo, mais aussi les libertés individuelles. Alors, doyen, est-ce que vous pouvez, pour rafraîchir la mémoire, donc pour la gouverne de nos auditeurs, euh, essayer de résumer ce que nous avons abordé avant même que cette coupure n'intervienne? Yves Lekanza Abongi, en quelques secondes. Oui, Jean Lewis, je te remercie de me remettre encore en selle, s'il faut le dire. Le thème de notre émission, tu y as pensé. C'était qui dialogue avec qui? Avec qui, hein? Qui dialogue avec qui? Et pour cela, nous avons fait enfin, un petit recul, hein, n'est-ce pas, en arrière de la situation politique de notre pays, des rencontres qui ont déjà, des rencontres politiques qui ont, des conflits et des rencontres politiques qui ont déjà eu lieu dans le pays. Bon, alors, le point d'ancrage, c'était l'un des conflits les plus cruciaux qu'a connu notre pays, les événements de 59 qui ont opposé les partisans du président Youlou et ceux du président Jacques Opango. L'intérêt que nous avons tiré de ce conflit, c'est que ce conflit a permis aux Congolais de se rendre compte que la politique n'était pas pratiquée, n'était pas faite pour rendre la vie difficile au peuple, aux populations, et que les leaders politiques avaient le devoir de faire de la politique pour améliorer les conditions de vie, pour faire développer le pays. Et que cette contradiction a fini par appeler les leaders politiques de l'époque, le président Youlou et le président Jacques Opango, les deux protagonistes, à se retrouver, à reconnaître leurs erreurs, n'est-ce pas, de navigation, leurs fautes, et la main dans la main de parcourir sur le pays et de demander pardon. Alors, on devrait donc repartir sur de nouvelles bases en tirant les conséquences de ce malheureux conflit qui a donc endeuillé le pays. Malheureusement, vous avez aussi relevé la sincérité des acteurs à l'époque. la sincérité, c'était une sagesse qu'on ne peut plus. Je ne sais pas si on va pouvoir la retrouver aujourd'hui. Pourquoi pas? Les gens, l'homme est capable de tout et de rien quelquefois, mais je crois que cette fois-ci, on va inviter l'homme à être capable de tout, c'est-à-dire de tout ce qui est positif. Donc, à tirer profit de cet exemple, de cette sagesse de nos anciens, de nos pères fondateurs de l'indépendance, qui ont reculé devant leurs intérêts personnels pour faire prévaloir l'intérêt général, qui est toujours l'objectif fondamental de tous les politiques, de bonne nature. J'ai toujours parlé de bonne nature. Bien. Mais malheureusement, vous avez vu que ce n'est pas très facile de continuer sur le chemin du bien. Le mal guette toujours et les Congolais ont fini par reglisser, c'est-à-dire retomber dans des pièges du mal pour tomber, qui marquera la période du règne du président Massamba Deba avec en face l'aile des gauchistes qui va naître, les gauches, les forces de gauche qui vont être symbolisées ou bien marquées ou bien drainées par le président Ngouabi. Bien, ceci effectivement a amené la chute du président Massamba Deba, toujours dans la violence. Donc, le président Ngouabi va prendre les rênes du pays sur les cendres d'un pouvoir passé, un pouvoir qui a été contesté pratiquement dans la violence. Donc, il va falloir que le président Ngouabi lutte contre la violence, mais seul, cette fois-ci seul. On n'a pas pu réintérer la démarche
de la sagesse de Julio Dopango dire, on se retrouve avec le président Massamba Deba, on a fait des fautes de démarches pour la conquête du pouvoir, on est encore retombé dans des violences, alors il faut qu'on le corrige. On n'a pas fait ça. Ceux qui ont pris le pouvoir avec le président Ngouabi ont continué leur démarche, ont instauré un autre système qui n'a pas pensé à faire éteindre définitivement les conflits politiques, c'est impossible, mais au moins les violences politiques, parce qu'ils vont pouvoir faire installer un système qui va briser, qui va tuer, qui va mettre en berne les libertés, parce que le monopartisme, c'est ça, c'est mettre en berne les libertés, c'est demander à ce que tout le peuple soit soumis à la vision d'un groupe qui s'incastre dans un parti qui s'appelle Parti unique, et donc qui contraint les autres à obéir. Bon, déjà, c'était une violence. On a aussi doyen, on a aussi relevé qu'effectivement, du temps de Marien Ngouabi, il y avait cette volonté d'ouverture de Palabri déjà, et aussi il a tiré sur la sonnette d'alarme, notamment en faisant remarquer que le tribalisme ne faisait que s'accentuer et qu'il fallait le condamner. Oui, Marion Ngouabi, en ce qui me concerne, selon la culture des Congolais, me semble était condamné à connaître ce qu'il avait fini par connaître par la suite. Parce que sa seule volonté ne suffisait pas. Et le renversement du président Youlou et le renversement du président Massamba Deba répondaient, ces deux moments répondaient à l'impulsion pas des visions politiques, pas des options politiques, mais je crois des ambitions politiques des uns et des autres. Le champ était devenu large, tout un chacun estimait qu'il pouvait diriger. Donc rien que sur cette base, le président Ngouabi avait déjà beaucoup de constatateurs, ceux qui pouvaient le contester, disons, voilà, le terme c'est ça. Donc, ceux qui pouvaient le contester étaient déjà, le champ de ceux qui pouvaient le contester était devenu très grand. Ceux qui pouvaient penser qu'ils pouvaient faire mieux que Ngouabi était déjà très grand. Donc, à partir de là, même si le champ d'action était limité dans un parti unique, mais au sein de parti unique même, c'était encastré, c'était fourré des gens pleins d'ambition. Vous voyez des moniteurs supérieurs qui voulaient être au Parti Congolais de travail au sommet. Ils allaient au bureau comité central et jusqu'à aller au bureau politique. Vous voyez des caporaux, etc. Ce n'était pas la capacité de diriger le pays qui animait ces gens, mais c'était la volonté, l'ambition de pouvoir refaire leur carrière, de pouvoir parfaire leur carrière. Et effectivement, on a vu comment le Parti Congolais du Travail a créé des carrières et a défait des carrières. Déjà, il y avait déjà des contradictions à l'intérieur. C'était donc, à partir de 68, à partir du règne du président, naissait déjà un éventail de contestateurs qui indiscutablement allait amener à l'explosion de la violence. L'explosion de la violence. Parce que ce qui est arrivé au Parti Congolais du Travail, ce n'était pas seulement au début avec le président Pascal Lissouba, les Diawara, tout ça, etc., c'était des contradictions de vision politique, d'orientation politique. Mais après, ça s'est mue en contradiction d'intérêts à un moment donné, personnels, tribaux, régionalistes, etc. Et ça, c'était devenu très difficile pour Marien de gérer. Doyen, nous avons aussi relevé que la mort de Marien Ngouabi était pour nous un repère. Oui, on arrive. Le crime finalement, s'est installé comme culture. Oui, on arrive. Vous voyez, donc la phrase de Marien que tu évoques, ou même pas le discours de Marien, le discours de Marien sur le tribalisme, quand il condamne le tribalisme, c'est parce qu'il sent même que dans son propre camp, il est prisonnier. Vous voyez, en fait de compte, il ne lance pas ce discours, il ne lance pas cette phrase en direction des Congolais d'autres tribus, mais c'était particulièrement à ces citoyens qui étaient dans son parti, qui étaient plus ou moins proches de sa propre tribu. Parce qu'il se sentait déjà pris en étau entre ces... otages de son clan. Otages de son clan. Les ambitions personnelles, les ambitions
émanant de son clan. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il voulait développer comme idéologie, comme comment il voyait le marxisme et tout, s'est trouvé coincé, il ne pouvait pas avancer parce que les gens ne fonctionnaient plus uniquement pour estimer que ce qu'il avançait comme argument idéologique, c'était bien pour le pays, mais c'était plutôt pour le contrarier, c'est-à-dire pour amener la contradiction qui devait faire que le pouvoir passe d'une main à une autre, et particulièrement dans un cercle qui se construit, tout ça. Ça, c'était le drame fondamental. Moi, c'est comme ça que je résume. Alors, tout ce qu'on a pu donc connaître à l'assassinat de Mariam Gwabi, ignoble assassinat, d'ailleurs qu'il faut condamner jusqu'aujourd'hui avec beaucoup de vigueur, oui. Cet assassinat a consacré la culture de la violence politique. A consacré la violence politique. Et a fait que le Parti congolais du travail s'est présenté comme le centre même où toute la vie du pays devrait se décider, y compris la vie des citoyens. Toutes les situations des citoyens professionnels, culturels et tout, étaient orientées et décidées par quelques individus au sein des mêmes partis qui avaient déjà pris en otage le pays en ce moment-là. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'avais jamais adhéré au Parti congolais du travail. Il faut que je le souligne. C'est très important. Parce que j'avais déjà vu que ce parti, c'était un danger pour la République et aujourd'hui, ça se révèle bien. Et dans les mécanismes de ce parti, qui calquaient ce qui se passait à l'étranger, dans les pays de l'Est et tout, ils avaient déjà pris en otage toutes les institutions régaliennes de l'État. Toutes les institutions. L'armée, d'abord, on a bien dit, le bras droit du Parti congolais du travail, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé, vous comprenez, parce que les mauvaises habitudes acquises pendant les périodes de récession, des dents dures, elles persistent même pendant les périodes de richesse. Et vous voyez que le Parti congolais du travail continue à tenir le pays d'une main dure parce que c'était un seul parti qui a tiré vers lui tous les ambitieux et tous ceux qui ne pensaient qu'à eux, et qui a pris donc à son compte tous les instruments du pays et que les autres devraient suivre, même ceux qui ne croyaient pas. Et le déclarer, c'était la guerre, c'était être banni. Et il y a des gens qui n'ont pas, qui ont pu avoir leur situation professionnelle, qui ont bénéficié de circonstances que leur a pu donner le Parti congolais du travail. C'est pour ça que j'avais toujours dit, le Parti congolais du travail fait et défait, faisait et défaisait des carrières. Et c'est vrai. Quand vous allez au sommet de l'État. Oui, voilà. Donc la mort de Mariam Gwabi, la mort de Mariam Gwabi consacre une culture de violence politique et installe très rapidement la médiocratie. La méritocratie est écartée systématiquement. Parce que quand vous êtes membre du Parti congolais du travail, pour être nommé chef de service, directeur central, directeur général, etc., il faut systématiquement prouver que vous êtes adhérent du Parti congolais du travail. À partir de là, c'était simple de courir au sommet, d'aller briller dans une série de partis, devenir camarade X, camarade Y, et puis de parler. À partir de la contradiction fondamentale, comme le disait Mariam Gwabi, qui nous opposait avec l'impérialisme, était devenue la contradiction fondamentale qui nous opposait avec nos propres dirigeants qui étaient à l'intérieur du Parti congolais du travail. Ça, c'est le démarrage d'une situation fâcheuse qui va se transformer d'ailleurs en une qui va sacrer, sinon consacrer, la culture de violence que nous allons pouvoir vivre par la suite. Et après la mort de Mariam Gwabi, le vase a gonflé, le lac a pris de l'eau et ça a débordé et ça a été obligé avec les programmes concoctés par-ci par-là juste pour pouvoir se donner un peu de moyens, ainsi de suite. Ben, on a débouché sur la conférence nationale. Mais ce n'est pas un fait de hasard. Si nous sommes arrivés à la conférence nationale est l'émanation d'une contradiction interne au Parti congolais du travail avec ses organisations de masse, notamment avec la CIC. Et quand on dépouille très bien ces contradictions internes, on dit souvent pour vent des contradictions individuelles d'intérêt personnel. Lorsque le secrétaire général de la CIC commence à instruire les travailleurs de la manière dont leurs intérêts ne sont pas respectés, il se dresse contre la marche, contre la mouvance, contre la démarche du Parti congolais du travail, les règles du Parti congolais du travail,
Et en ce moment-là, la contradiction naît entre le syndicat des travailleurs, qui faisait partie d'une structure qui appartenait, qui était socle de parti, et donc la contradiction qui nous a mené à la conférence nationale était une contradiction interne. Et les Congolais qui subissaient le Parti congolais du travail ont vu à travers le syndicat, qui désormais ne va plus être le syndicat des syndicats de parti, mais qui va devenir le syndicat de tous les Congolais, parce qu'il dénonce les mots que connaissent, n'est-ce pas, tous les Congolais. Alors, tous les Congolais se sont engouffrés dans ce mouvement. Et, fort heureusement, l'armée a senti qu'il était temps de se libérer de l'emprise du Parti congolais du travail. Et vous verrez qu'au sortir de la conférence nationale, on va renvoyer l'armée dans les casernes. Et l'armée ne veut plus s'immiscer des affaires politiques, et que tous ceux qui gagnaient leur vie dans l'armée, leur galon dans l'armée, devraient perdre, etc. Et heureusement que l'armée a joué le jeu. Oui. Donc, je peux dire, pour revenir d'une manière globale. Oui, on peut dire qu'il y a une action combinée aussi bien des syndicalistes que de l'armée, mais aussi de l'influence extérieure, notamment avec le discours de la BOL du président. Mais bien sûr, bon, le discours de la BOL. Alors, doyen, le temps presse. Est-ce que nous pouvons maintenant parler des erreurs de la conférence nationale souveraine? C'est cela qui aujourd'hui nous intéresse. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous avons eu quelques difficultés de connexion avec le doyen Yves Lekanza Abongi. Yves Lekanza Abongi est membre de la communauté congolaise de France qui habite à Amiens. Avec Yves, nous parlons du dialogue. Notamment, le thème est qui dialogue avec qui? Quel interlocuteur faut-il pour dialoguer? Alors, doyen, est-ce que nous pouvons maintenant aborder la question de l'erreur ou des erreurs de la conférence nationale souveraine de 1991? Bien. Jean-Louis, c'est une responsabilité à prendre, parce que nous avons l'habitude de biaiser devant des questions fondamentales qui, quelquefois, déterminent la vie de notre pays. Et les Congolais sont très savants, ils brillent par cette posture, cette attitude de ne pas vouloir parler souvent de la vérité, alors que quelquefois, la vérité est nécessaire pour défaire, n'est-ce pas, une crise, pour défaire une situation dans laquelle le Congo est plongé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile et il ne faut pas que les gens biaisent. Il ne faut pas que les gens perdent le temps à réfléchir. Je ne veux pas parler comme ça, on dira que je suis tout droit, j'ai attaqué X, Y, il faut faire de la politique. Non, quand il y a une crise, il n'y a plus de diplomatie. La diplomatie, c'est avec l'extérieur. C'est pour aller négocier à l'extérieur, comment nous aider. Mais à l'intérieur, on doit dire les choses telles que ça se passe. Bien. Vous posez la question sur les ratés de la conférence nationale. Moi, j'en trouve une seule, et un seul responsable. Un seul responsable. Il y aurait d'autres responsables en bas qui ont dû soutenir le principal, mais le principal, c'était le président de la conférence nationale. Et je dirais que le président de la conférence nationale a commis une erreur qui s'est symbolisée dans une phrase. Vous savez, lorsque, en mi-chemin de la conférence nationale, le président de la conférence nationale rend visite au président Sassou, qui n'avait plus de pouvoir, parce que la conférence nationale s'était déclarée souveraine, c'était le parlement du peuple, avec un président. Le président Sassou était là comme un chapeau symbolique. Il attendait à subir les décisions de la conférence nationale. Lorsque donc le président de la conférence rend visite au président de la République. Oui, il s'agit de Monseigneur Kombo, notamment. Oui, notamment. Pourquoi pas? Et il sort de là, il est pris rapidement au micro par les journalistes. On lui pose la question, qu'est-ce qui se passait? Bon, il venait de rencontrer le président de la République. Bon, qu'est-ce qu'il pouvait dire? La phrase qui a tout descendu, qui a tout mis à terre, les espoirs et ce qu'on attendait de la conférence nationale est sorti de Monseigneur Kombo. Moi, personnellement, je n'ai pas compris Monseigneur Kombo. Quand il va dire, eh bien, vous savez, je suis entre le marteau et l'enclume. Alors, je me suis dit, ça y est, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur? L'enclume, c'était qui? Le marteau, c'était qui? Au moment où nous parlions, à l'époque, la conférence nationale, les instances pour la tenue de la conférence nationale
On pouvait dire que c'était des États généraux de la République. Le pays avait remis les populations, le peuple avait déjà ses représentants, avait déjà mis à terre tous les parlements. Le Parlement se tenait au palais de congrès, c'était la conférence nationale. Le président de la République, en même temps le président du pays, s'il faut dire, en action, en exercice, c'était le président de la conférence nationale. Alors, le marteau dont il parlait, c'était quoi? C'était qui? C'était le peuple? C'était quoi? L'enclume sur lequel il attendait les coups de marteau, c'était quoi? L'enclume, c'était quoi? Moi, je pense que cette phrase aurait pu être celle du président Sassou Nguesso. Cette phrase aurait pu être celle du président Sassou Nguesso, qui aurait pu dire « Je suis entre le marteau et l'enclume ». Alors, vous estimez qu'à l'époque, Doyen, il avait le pouvoir de tout décider lui-même, ou bien la chose se faisait collégialement? Donc, à vous entendre, vous pensez qu'effectivement, mais il est parti. Je n'ai pas fini, Doyen, qu'il aurait influencé. Qu'est-ce qu'il était parti? Pourquoi était-il parti du bureau? Et pourquoi était-il parti voir le président de la République alors que les travaux se tenaient? Moi, c'était pour lui rendre compte de ce qui était décidé. C'était de l'avancée de la manière dont les choses étaient décidées. Mais le président de la République n'était en rien à cette époque vis-à-vis du président de la conférence nationale, ni le marteau, ni l'enclume. Parce que cette phase-là, je disais, il n'y avait que le président de la République pour dire, mais moi, je n'ai rien à dire, j'attends la décision de mon sort, j'attends ce que la conférence nationale va décider. Moi, je suis entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire je suis entre la conférence nationale et le peuple, j'attends ce qui se décide. Mais ce n'était pas au président Kombo qui avait tous les pouvoirs. Parce qu'on pouvait décider, bon, écoutez, on amène le président Sassou en prison, qu'est-ce qui pouvait s'opposer? Alors, Doyen, on peut un peu supputer sur ce qui se passait dans sa tête. Est-ce que vous pensez qu'il avait, c'était une crainte, une peur de vouloir tout gaspiller, ou il y avait là une complicité avérée? Bien sûr que non, qu'il y avait des complicités à l'intérieur, comme toujours et comme aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui vont contre le courant normal, le courant général, le courant, et puis qui complotent en dessous pour leurs propres intérêts. Et quand le président Kombo voit à l'intérieur comment est-ce que les forces se disputent à l'intérieur de tout ça, et lui-même, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais dire au président, ne pas le dire? C'est un peu ça le problème. Et c'est pour attirer l'attention de tous les gens qui parlent de dialogue qu'il faut faire excessivement attention lorsqu'on parle de dialogue avec le système qui est en place. Parce que ces dialogues finissent toujours par être récupérés. Les résultats finissent toujours par être récupérés. Et on repart toujours sur les mêmes bases. Vous voyez? Parce que la conférence nationale aurait pu tout trancher. Et je vous dis qu'il y a certains actes de la conférence nationale qui ont des difficultés à être appliqués. Pourquoi? On n'avait plus besoin de la signature du président de la République. Par exemple, lesquels, Doyen? Est-ce que vous pouvez nous évoquer quelques-uns? Mais lorsqu'on décide, par exemple, je crois qu'il y avait un acte des actes de la conférence nationale qui demandait à ce que l'on poursuive des enquêtes, les recherches, qu'on établisse une commission d'enquête sur les tueries, les disparitions politiques, physiques et tout, et que normalement des responsabilités auraient pu être tirées à la fin. On aurait pu tirer des responsabilités parce que ceux qui ont fait la commission des enquêtes sur les assassinats avaient de la matière. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout. On a juste tenu à organiser, c'est-à-dire d'abord le Premier ministre était devenu chef du gouvernement, chef des armées. Donc le président de la République était là, un chapeau symbolique, et tout. C'était contre lui qu'on reprochait la mauvaise marche du pays, la mauvaise gestion du pays, tout ce qui arrivait dans le pays. Donc il était là en expectative du sort qui devait lui être réservé. Vous voyez? Alors, les gens sont tenus tout simplement au partage du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a bien géré la situation des élections parce que tout le monde va en politique pour chercher à être quasi. C'est ça le problème fondamental. Ça, c'est très dangereux dans ce qu'il y avait dans ce petit pays. Quand tous ceux qui font de la politique placent pour premier objectif le placement politique, la manipulation devient très facile pour ceux qui possèdent les moyens. Vous voyez, très facile. Alors, donc la gestion politique, on a estimé que les élections pouvaient changer sans problème. Sassou allait tomber, perdre des élections, c'était sûr et tout, et puis on pouvait continuer. Non, mais c'était sans savoir que le Parti communiste du travail est très bien implanté dans notre pays, est très bien implanté à l'extérieur, et que sa puissance, il tire sa puissance pas seulement de la faiblesse des Congolais, mais de ses alliés qui tirent profit, n'est-ce pas,
de sa gestion, de sa vision, de sa nature, pour pouvoir mieux exploiter notre pays. Alors, donc, vous voyez que quand on est allé vite aux élections, qui n'étaient pas dirigées par le président Sassou, on sait très bien qu'il les a très vite perdus, et d'ailleurs s'est placé en très mauvais rang pour quelqu'un qui a dirigé depuis 78-79 le pays, etc. Il les a perdus troisième. Les uns et les autres se sont mis à danser, ont cru qu'il était fini. Oui. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas le pays. Ils ne connaissent pas la force du Parti communiste du travail. Ils ne connaissent pas la nature de l'homme. Ils ne connaissent pas que rien qu'à l'intérieur du Parti congolais de travail, il y avait déjà des intérêts très divergents. D'ailleurs, Jean-Lewis, allez-y. Comment est-ce que le président Kombo a pu être président de la conférence nationale alors que lui n'était pas l'initiateur? La force, la puissance qui a arrêté le Parti congolais de travail et qui a arrêté le président Sassou, a accepté la tenue. C'était pas une force, c'était pas une émanation de l'action du président Kombo. Comment pouvez-vous placer le président Kombo comme président alors que la CC, notamment Bokamba, qui était rentré d'abord personnellement en contradiction avec le président de la République, qui a été suivi par les syndicalistes, qui a été suivi par les travailleurs, qui a été appuyé et soutenu par l'armée pour permettre que la conférence nationale se tienne. Quel est le rang qu'a occupé le président Bokamba par la suite? Et la mécanique, on la connaît. Est-ce que c'est une sanction contre lui? On connaît que dans les 2 jours qui ont suivi les nuits, les machines se sont mises en place dans les partis, dans des tribus, dans des clans, dans des départements, tout ça. Il y a eu des gens qui ont eu, il y a eu un côté du Congo qui a eu beaucoup plus d'associations rapidement créées pour être président de la conférence nationale. Mais les gens n'ont pas croisé les mains. Ils ont estimé que voir Bokamba Yangouma diriger la conférence nationale, c'était devenu une bataille de coq entre coqs d'un même foyer, d'un même jardin, je ne sais pas comment faut-il. Une basse-cour. Hein? Pour une basse-cour. Bon. Il se constitue rapidement des forces tribales, rapidement, qui ont renversé Bokamba Yangouma pour placer un combat, estimant qu'ils avaient le pouvoir. Et effectivement, on a vu par la suite que la bagarre s'est retournée à l'intérieur du POUL, s'il faut le dire. On a vu Kolela contre Milongo, Milongo contre Kolela. Bon, même Milongo lui-même, le président Kombo, qui jouait le jeu, ne pouvait plus poser sa candidature. Il aurait pu bien poser sa candidature. Mais rapidement, les forces ne lui ont pas permis aussi de poser sa candidature. Alors, ça a complètement désorienté. Parce que si, imaginez que, prenez le schéma de Bokamba. Bokamba prenait la direction de la conférence nationale. Le président Sassou aurait pu être coupé de toutes ses forces pour ne plus revenir. Parce que le conflit a commencé par là, la contradiction a commencé par là. Donc il fallait qu'ils achèvent leur travail. Mais c'est en ce moment qu'on estimait que c'est le moment de prendre le pouvoir, de renverser le pouvoir. Toujours l'affaire de Nord-Sud. Et c'est ça qui m'égratine. C'est ça ce qui me cause. Parce que la politique chez nous se repose sur l'affaire de Nord-Sud. D'abord, la personne qui vous a posé la question tout à l'heure, celle de savoir comment est-ce que les candidats qui sont nordistes percevaient la position des nordistes. On va revenir dessus. Moi, absolument, oui. Mais doyen, le temps presse. Je vais de manière globale en disant doyen, le temps presse. Est-ce que nous ne pouvons pas... Je compresse. Est-ce que nous ne pouvons pas nous appesantir sur les leçons des dialogues, parce que le thème c'est qui dialogue avec qui? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre le repère de 2001 avec les dialogues qu'il y a eu et somme toute des dialogues qui n'ont jamais permis l'équilibre, puisque chaque fois que ces dialogues ont été organisés, les gens qui avaient été condamnés, par exemple, n'y ont jamais pris part. Est-ce que... Mais nous partons vite, nous allons très très vite, parce que la situation est très complexe. On va essayer c'est pour ça que je ne vais pas aller dans des repères précis. J'essaie de présenter d'une manière globale comment est-ce que la chose s'est présentée. Allez-y. Vous voyez, lorsque nous sommes allés aux élections, on a oublié que Sassou avait encore dans ses mains toutes les ficelles du pays, même quand il perd le pouvoir, quand il est battu. Les gens se sont rapidement, même ceux qui étaient au Parti congolais de travail avec lui, se sont désolidarisés pour rejoindre le camp de les mêmes qui ont géré avec Sassou sont devenus ceux qui vont diriger le pays après la conférence nationale, des règlements de compte
personnel. Mais ils ont oublié que Sassou avait encore du regain. Parce que déjà, du point de sa nature, est-il un démocrate pour dire, bon, de toute façon, je laisse mon pays tranquille, n'a qu'à faire. Mais non, vous voyez que la machine s'est mise en place très rapidement pour récupérer le pouvoir. Et avec lui, ceux qui étaient même dans le pouvoir élus immédiatement. Parce qu'ils sentaient, c'est des danseurs, danseurs de tango. Un pied par ici, un pied par là, on avance, un pied par ici, jusqu'à ce que la chanson, le disque s'arrête. Bon, j'aurais certainement bien dansé, tout ça, etc. Bon, voilà. Maintenant, la suite, comme vous allez voir, c'est quoi? C'est que le président qui va être élu, il va être élu sur... D'abord, la fin de la conférence nationale marque même l'échec de la conférence nationale. Le président Sassou n'a jamais été entendu, il n'est jamais venu. Il a dialogué avec qui? En face de lui, avec qui? C'est des ambitieux, c'est des acteurs politiques qui se battaient, qui se sont retrouvés entre eux. Mais lui, il était tranquille, il les attendait. Et ceux qui ont pesé pour les élections, qui ont organisé les élections, ils attendaient qu'un candidat de chez eux ou de leur bord gagne et qui se retrouve. La preuve, c'est comme si le président Sassou n'avait rien à voir. Effectivement, on a fait qu'il ne puisse avoir pas d'égratignure. On l'appelle le lavage des mains. Le sacre de l'échec et de l'idiotie. On appelle tout le monde, pêle-mêle, y compris l'acteur principal pour qui la conférence nationale, par qui la conférence nationale est arrivée. Et lui, majestueusement, il reprend le dessus de la chose. Il prononce une phrase aussi capitale comme celle qu'a prononcée le président Combo, je suis entre Mathieu l'enclume, et lui conclut par « j'assume ». Et les gens applaudissent. Qu'a-t-il assumé? Si je comprends bien français, on assume une sanction, on assume une situation pour laquelle on a fauté. Les erreurs, non. Ces erreurs ont été une catastrophe pour le pays. On a perdu des personnes, il y a des responsables, on a perdu l'élan culturel. Le pays a aussi été rentré à une certaine mesure en ruine. Il y avait des responsables connus. Alors, si la conférence nationale, en fait, avait prononcé des sanctions, avait dit il y a des sanctions contre les dirigeants, dans tel domaine, ceux de la police, ceux de ceci, etc., etc. Le président Sassou endosse toutes ses responsabilités et doit être déçu de ses fonctions, après, ne peut plus se retenir, se représenter comme candidat de la République. Je donne un exemple. À partir d'aujourd'hui, ces droits de citoyens sont limités à ceci, à ceci, à ceci, à ceci. Et qu'il prononçait à cette séance le « j'assume », ça se comprenait. J'assume les fautes commises par moi-même et par mes prédécesseurs et la sanction ou les prédispositions qui sont prises par la conférence nationale ici que reprend le peuple, je les accepte, j'assume. Là, il y a un sens. Mais il n'y a pas eu condamnation, il n'y a pas eu reproche. Il n'y a rien dit du tout. Il est resté dans son palais majestueusement, où il a vu les gens se bagarrer pour se frayer un nom, etc., etc. Après avoir encaissé des enveloppes, d'ailleurs. Parce que j'ai vu des gens sortir de la conférence nationale qui ont construit des maisons. Ils avaient 3 millions, tout ça, etc., ainsi de suite. Bon. Et à la fin, qu'est-ce qu'il devait faire? Pensez-vous qu'il allait se poignarder? On vous remet comme ça sur le cheval, vous êtes tombé, on vous remet sur le cheval, vous allez refuser de partir en trompe? Non. Il est parti en trompe. Et aujourd'hui, à partir de là, il a compris, il a pris la leçon. Jean Lewis, il a pris la leçon. Il sait désormais qu'à chaque fois que les Congolais se retrouvent, ce n'est pas tellement pour régler les problèmes de la nation, mais c'est pour des placements personnels, des placements de clans, des placements de tribus, revenir dans la coquille des départements, de quoi, tout ça. C'est tout. Parce qu'on aurait pu purger la situation à la conférence nationale. Alors, doyen, on va un peu accélérer la chose. On va accélérer la chose. Depuis ce jour-là, on est allé de dialogue en dialogue, de concertation en concertation, etc., etc. Pour quel changement? Il y a eu le dialogue de Ouesso d'abord avant la guerre. Et voilà. Il y a eu un dialogue sur l'égide de l'UNESCO. Ça a fait quoi? Ça a barré le chemin à la guerre? Non. La guerre devait donner lieu à quoi? Eh bien, à la reprise du pouvoir. Ça n'a pas barré. Donc, ce dialogue n'a pas eu d'effet. Pendant la guerre, il y a eu un dialogue à Libreville.
auquel on a convié le chef de l'État. On a convié le chef de l'État. Il devait discuter avec qui? L'interlocuteur du président Sassou à Libreville, ce serait qui? Ce ne serait pas M. Sassou? C'était connu. Donc, deux partis diamétralement opposés. Si le président Lissouba était parti à Libreville, il se serait retrouvé face à qui? Donc, c'est connu. Deux partis bien différents. Ça n'a pas tenu parce que le président Lissouba a estimé qu'il ne pouvait pas aller dialoguer avec un rebelle. C'est comme ça que ça se disait. Bien. Ça s'est très mal terminé parce que les forces de changement, les forces qui travaillaient pour remettre d'aplomb sur une certaine ligne le Congo étaient en faveur de M. Denis Sassou Nguesso. Et on a vu. Il a refusé, la guerre a éclaté, il a été déboussolé, il a été renvoyé, M. Sassou a pris le pouvoir. Après la guerre, on a vu le forum. Et quand le forum se tient, les Congolais devaient être suffisamment intelligents de se rendre compte que ce forum, c'est une forme de valider le pouvoir après la guerre et tout et tout. Et d'ailleurs, le camp de M. Sassou s'en est mis plein le joie dans la mesure où on avait une transition flexible. Donc, ils pouvaient tirer cette transition à 5 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans à leur guise. Personne n'allait dire non. Parce qu'en face, il n'y avait pas un opposant, il n'y avait pas une contrepartie. Nous avons bien vécu ça. Nous avons bien vécu une transition flexible qui est passée de 2 ans à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, définitivement, tout est mandat. Oui. Qu'est-ce qui a dit non? Personne. Le président Sassou, à ce forum, pouvait dire, bon, moi, je suis un prince, c'est fini, c'est terminé, le roi, c'est moi. Qui aurait pu dire non? D'abord, moi, j'ai dit qu'il a eu tort, parce qu'il aurait fallu qu'il nous élague des difficultés aujourd'hui en se déclarant roi, et c'était terminé, parce qu'il n'y avait personne pour dire non. Tiens, on a fini avec ce forum. Ils ont tiré le pouvoir comme ils pouvaient, pour se récupérer, pour faire ce qu'ils faisaient librement. Et après, quand une petite difficulté s'est pointée à l'horizon, on est allé au forum à Ouesso, dialogue à Ouesso. Qu'est-ce qu'il en sort à Ouesso? Rien du tout. Rien. Et bien, quand ils se sont mis en marche pour gérer, il y a encore une petite difficulté pointe, bien, on est allé à Evo. Bon, qu'est-ce qui est sorti d'Evo? Moi, pratiquement, je ne sais pas. Les documents, je ne sais pas. Il a continué ce régime a continué son petit bout du chemin. Quand il s'est pointé une difficulté en chemin, on est allé à la concertation pour les élections de 2009. Qu'est-ce qui est sorti aux élections de 2009? Rien du tout. On a validé le chemin, on a validé la démarche, et puis ce régime a continué son bout de chemin. Alors, il est passé doyen, historiquement, c'est le régime qui demande aux autres de s'embarquer, d'embarquer. Mais tout à fait. Vous ne pouvez pas. Moi, je te prends l'exemple de l'un des dialogues dont j'ai été moi-même le moteur. Les gens ne savent pas. La création du front qui est allé en 2001, après la guerre, pour le dialogue, pour la réconciliation nationale sans excuse, qui a été conduit, c'est-à-dire les délégations de Paris, la plus importante a été conduite par le front dirigé par le président Poignet, le président Milongo et le président Bokamba Yangouma. Moi, j'étais à la base de la création de ce front. Peut-être que les gens ne savent pas. Mais j'avais une autre démarche. Et quand j'ai exposé cette démarche aux trois, ils ont été débordés par ceux qui s'entendaient déjà avec Brazzaville pour que ça ne se passe pas comme ça. Et je vous assure que vous vous plaignez qu'il y a des tops à Paris, mais il y a toujours eu des tops. Il y a toujours eu des tops. Oui. Pendant la constitution de front, pendant qu'on tenait des réunions, il y avait des gens qui avaient leur téléphone ouvert et les réunions étaient suivies directement par une cellule quelque part. Et qui, une fois que les réunions sont terminées, ils se retrouvent pour donner des orientations. Demain, voilà ce qu'il faut faire. Demain, voilà ce qu'il faut faire. Ils ne le savent pas maintenant, je le dis. On peut citer les gens même nommément, ce n'est pas la peine. Est-ce que vous ne pouvez pas les citer, doyen? C'est une tribune ouverte. Voilà. Non, on ne peut pas faire ça, on peut pas citer. Mais ils se reconnaissent. Il faut le dire pour qu'ils se reconnaissent, qu'ils vont répéter la même chose, qu'ils répéteront la même chose, et que le Congo va aller dans cette démarche de dialogue pour rien du tout. Donc la question qui est posée, elle est juste. Qui dialogue avec qui? Tous ceux qui demandent le dialogue là, ils vont aller au dialogue avec qui? Ils vont aller dialoguer avec qui? Avec le mandat de qui? On a fait tuer les gens pour aller aux élections. Doyen, j'ai une question toute simple. Oui? Pourquoi maintenant le pouvoir veut de ce dialogue? Mais c'est dans sa stratégie qui marche très bien. Alors vous pensez... On ne change pas la démarche ni l'équipe qui gagne. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il faut d'abord un travail préalable, préliminaire pour un déblayage? Quelle est la démarche qui pour vous semble la meilleure? Les gens pensent qu'ils sont des démocrates et il faut élire un chef d'État par les élections. On a eu des élections.
Les élections ont donné les résultats. Les résultats ont été contestés. La contestation de ces résultats a amené des gens en prison. On présume même que celui qui a gagné est en prison. Mais vous qui êtes derrière, vous allez organiser le dialogue sans ceux qui sont en prison pour faire quoi? Donc vous oubliez les gens qui sont en prison et vous élisez, vous faites les élections entre vous. Vous élisez un chef qui va se retrouver en face du régime en place, donc le président Sassou, et le président Sassou va l'accepter pour se retrouver face à face. C'est ça? Le rêve, c'est ça? Donc, non. Préalable, il faut les prisonniers. Voilà, il faut sortir les prisonniers. Il faut une commission paritaire qui prépare le dialogue au sommet. Vous parlez d'une équipe qui devrait être mise en place pour de tous les côtés. Une équipe de l'opposition, une équipe de système et de pouvoir en place qui se retrouve, qui élague le chemin, c'est-à-dire qui prépare le programme, qui prépare les thèmes, qui prépare les conditions. Hein, le dialogue va avoir lieu. Pourquoi? Objectif, on dégage l'objectif, on dégage même les facilitateurs. Où est-ce qu'ils vont se retrouver, ces gens-là, doyen? Mais il faut une volonté politique, il faut que le président lui-même, qui sent la nécessité d'un dialogue, prenne la décision préalable. Oh, il ne peut pas prendre ça seul. Il faut qu'il y ait une pression, il faut qu'il y ait en face de lui des gens qui lui imposent cette démarche-là. Sinon, il va faire comme avant. Ce sont ces techniciens qui préparent les documents, mais on vous amène à valider et il est reparti. C'est ça la difficulté. Comment faire des pressions psychologiques sur... En politique, quand on est de bonne foi pour son pays, il n'y a pas de difficulté. Parce qu'on peut lâcher de l'est par ici, on peut mettre de l'eau dans le verre par là, pourvu que le pays gagne. Moi, en ce qui me concerne, j'estime que nous devons faire pression. Le président de la République doit se rendre compte que son vis-à-vis, ou bien celui qui est à la base de tout ce qui veut, c'est-à-dire qu'il faut que les prisonniers sortent. Et que s'il veut vraiment gagner du crédit, d'avoir organisé un dialogue qui met fin à une culture, il faut que ce dialogue soit une borne, la dernière, où nous devons avoir un passé derrière nous et nous devons avoir l'avenir devant nous. Il faut reconstruire, mais diamétralement opposé. Mais pour arriver à cela, il faut être brave, il faut accepter. Il faut accepter de mettre de l'eau quelque part, là où on a trop mis d'eau. Comme ceux qui sont montés trop haut, pour citer Marion Gwabi, ceux qui sont montés très haut doivent descendre un peu bas. Et comme ça, on se retrouve. Donc, il faut que les prisonniers d'abord soient libérés. Oui, on dit, doyen... Que l'opposition s'organise. Oui. On dit... Et qu'on constitue deux camps. Qui dialogue avec qui? Effectivement, votre position en Europe, vous êtes en France là-bas, vous avez déjà des problèmes d'acteurs. Quel acteur pensez-vous être sérieux à ce jour? Moi, je ne vois pas d'acteur sérieux, je ne vois pas d'acteur qui ne soit pas sérieux. Moi, je vais sur le principe que nous sommes partis sur la base d'un référendum. Tout le monde a contesté le référendum. Tous. Non, je voudrais dire de rien que je réponds à votre question. Après le référendum qui a été contesté, le pouvoir qui se sentait bien seul, tout fort, a continué sur des élections anticipées. Qu'il a perdu et qu'il a usurpé. On organise des résultats à 2 h du matin. Le lendemain matin, le pays tombe dans un conflit militaire et tout ça, etc. C'est une façon d'empêcher les gens de protester. Et on a vu ceux qui ont protesté, soit ils ont été tués, soit ils ont été embastillés. Et ces élections ont donné, tout le monde a la conviction qu'il y a eu un gagnant et que ce gagnant, vrai ou pas, est en prison. Et qu'il y a un deuxième candidat qui est en prison. Mais on commence par là. On commence par faire sortir ceux qui sont en prison, qui ont payé pour tout le monde. L'opposition se cristallise autour d'eux. On constitue une force face au pouvoir qui est en place. S'il y a lieu, le président Sassou qui est devenu président, et celui qu'on prétend avoir été élu, qui a été mis en prison, sont deux pôles qui doivent être rapprochés pour pouvoir préparer le dialogue, dire mais le pays a trop souffert, bon, on va se retrouver. Si nous laissons tomber ceux qui sont en prison pour chercher un livre sur la place de Paris, un opposant qui doit aller se mettre là, face au président Sassou, tout ça, ça ne vaut rien, ce n'est que la même chose, chemin battu, qu'on va reprendre et mais vous n'avez pas... ça va nous plonger encore dans une situation. Vous n'avez pas appris qu'il y a là-bas, chez vous, un autre groupe qui est en train de faire la promotion du dialogue que le gouvernement a initié. Ça devient un peu plus compliqué. Vous savez, je vais vous dire une chose. S'il se crée deux pôles avec un chef logiquement reconnu, puisque les élections ont démontré, le monde entier
sait que Moukoko, on prétend que lui, donc c'est lui qui doit être présenté comme le chef de l'opposition face au système en place qui a usurpé le pouvoir. À partir de là, il ne peut plus se constituer une troisième voie, une force au milieu. Tous, en ce moment-là, doivent choisir leur camp. Tout ce que nous devons avoir au milieu, c'est les facilitateurs de dialogue qui vont se poser parce qu'il y aura deux camps. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant, doyen, de mais c'est maintenant, moi je pense que la force... Moi je pense que la force de cette émission, c'est d'appeler les gens à se rendre compte que s'ils veulent vraiment mettre fin à cette culture de violence politique, de manipulation politique qui fait souffrir le pays, il faut aller dans ce sens-là. Il faut se cristalliser. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y a quelqu'un qui est en prison pour ça, on se met derrière lui. Écoutez, je vais vous dire une chose. Mandela était en prison, il est sorti. Il a été élu président, un mandat de 4 ans. Il a fini son mandat, il est parti, il est même mort. A-t-il amené l'Afrique du Sud avec lui? Et depuis que Mandela est mort, est sorti de prison, l'Afrique du Sud n'a pas connu un roulement, un pouvoir alternatif. Il y a déjà combien de présidents? 3 ou 4 déjà. Alors, qu'est-ce qui empêche à ceux qui sont là, qui veulent être des chefs d'État, qui sont encore jeunes, si on arrivait à faire entendre Sassou Moukoko pour une transition qui se déroule bien, qui met le calme dans le pays, ou bien qu'on dit à Sassou, tu as perdu, il ne faut plus nous faire perdre le temps, bon, on va dans une transition où c'est Moukoko. Moukoko a 4 ans. 4 ans, il organise les élections. Mais les plus jeunes qui attendent, d'abord, on rattrape le temps d'aller très vite. Ceux qui veulent être chefs d'État, ils gardent 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça passe très rapide dans les affaires d'un pays. Et mais si on n'arrive pas à avoir le courage d'élaguer, de charger une piste dans tout ce que je suis en train de dire d'une manière globale, comme ça, j'escamote, eh bien, ceux qui veulent être des chefs d'État demain pour leur tribu, pour leur clan, pour leur région, eh bien, ils en auront pour 100 ans. Ils ne seront jamais les chefs d'État. Parce que la situation de pays, cette culture c'est très dur de rompre avec une culture. Doyen, il y a un autre problème. Oui. Je rappelle que nous recevons dans quelques 10 minutes, nous allons nous séparer. 8 à 9 minutes, nous allons nous séparer. Je rappelle que nous recevons le doyen Yves Lekanza Abongi de la communauté ou la diaspora de France et qui vit à Amiens. Avec Yves, nous abordons le problème du dialogue. Qui dialogue avec qui? Alors, doyen, il y a dans l'opinion, je voudrais être honnête avec vous, l'idée selon laquelle nous allons au dialogue, mais peut-être pas avec les mêmes objectifs. C'est-à-dire que dans le groupe de l'opposition déjà, il y a des gens qui croient qu'effectivement, on va au dialogue pour permettre au président qui est là de garder ses prérogatives, puisque le pouvoir doit, comme tel, rester au nord. D'autres croient qu'il faut totalement le dépouiller de ses prérogatives pendant ou après. Alors, doyen, la chose devient de plus en plus compliquée. Que pensez-vous du statut même du chef de l'État pendant et après ces négociations, s'il venait lui-même physiquement à participer à ces négociations, comme le souhaitent d'ailleurs beaucoup? Je vous vois sourire, doyen. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que je sais que la voix, les gens allaient s'exprimer comme ça. D'abord, il y a une question très importante laquelle je n'ai pas répondu il n'y a pas tellement longtemps, c'est pourquoi les populations du Sud, du Nord semblent être complices. Hein. S'il faut vraiment être cru, moi je suis violent dans mes termes parce que c'est comme ça nous embête, il faut vraiment dire les têtes qu'elles sont. Non, les populations du Nord ne sont pas complices du régime en place. Les populations du Nord sont prises en otage par le régime en place. Parce qu'il n'y a pas une population qui soit aussi exposée facilement aux attaques, aux violences que les populations du Nord. Dans quelle ville peut-il se poser une résistance sans être facilement attaqué? À Ouando, la population de Ouando se rebelle. Vous voyez l'action de l'armée, des forces publiques, comment ça peut se passer? On en a vu à Ouando comment ça s'est passé. À Makwa, comment est-ce que ça va se passer? Non. Il faut étudier les terrains. Si jamais une occasion est donnée aux populations du Nord de s'exprimer sans être facilement violentées, hein, n'est-ce pas? Eh bien, elles s'exprimeront peut-être avec beaucoup plus de violence, je vous en prie. Bon, maintenant, la deuxième question du président de la République, gardera-t-il ses prérogatives, oui ou non? Moi, je dis non. C'est cru, c'est comme ça, mais je dis non. C'est pas... Alors, pourquoi?
Pourquoi les gens prennent toujours la conférence nationale comme référence fondamentale? Mais parce que la conférence nationale est arrivée à mettre le président de la République en berne et à remettre justement les responsabilités à la conférence nationale qui était devenue l'émanation du peuple, c'est-à-dire un parlement circonstanciel qui devait décider. Et c'est pour cela que moi j'ai condamné le monseigneur Kombo d'avoir sous-estimé ses prérogatives et d'avoir remis en cause, n'est-ce pas, les obligations qu'il tenait de la conférence nationale. Et s'il avait été honnête avec le peuple, il avait été honnête avec lui-même, la situation du président Denis Sassou Nguesso aurait pu être remise à plus tard. Oui. Mais c'est à partir de cette erreur-là qu'on a pu donner. Il ne va pas se poignarder, le président de la République. Vous lui donnez l'aubaine. C'est comme quelqu'un qui vient chez vous, qui dit, mais messieurs, vos chaussures sont sales, je vais vous les nettoyer avec ma langue, avec le chiffon. Vous n'avez pas refusé. C'est lui qui décide. Alors, les Congolais se disent de se coucher. Vous allez demander que le président de la République, il vous fasse des cadeaux. Il ne va pas faire des cadeaux. C'est qu'au tournant, des sanctions peuvent tomber. Il y a des sanctions qui peuvent tomber. Pas toutes des sanctions d'embastillement, mais la perte momentanée, par exemple, de ses droits civiques. Il peut le faire. Ça a été un citoyen à qui le peuple a remis d'une façon ou d'une autre les rênes de son destin et qui a failli. Et cette faillite, elle est totale. Aujourd'hui, nous sommes dans une banqueroute. Et pour des gens sérieux, pour un peuple sérieux, ce que les Congolais vivent est une situation intolérable. Nous venons de vivre les gilets jaunes. Est-ce que quelqu'un peut circonscrire exactement les raisons fondamentale de l'acte ou de l'action des gilets jaunes? Non, c'est évasif, on dit tout ça. Mais chez nous, il y a des raisons que l'on peut saisir. Il y a des raisons qui sont là tous les jours. Les hôpitaux qui ne fonctionnent pas, les gens meurent tous les jours pour ça, parce que la gestion n'était pas bonne. L'université ne fonctionne pas, les étudiants qui fuient partout. Il y a une cause, il y a des responsables. Il y a la ville qui est en train de s'écrouler, ainsi de suite. Il y a des milliards qui sont à l'étranger, on connaît lesquels ont déplacé des milliards qui ne veulent pas les faire entrer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Vous dire, ça ne marche pas, ces gens-là, il faut qu'ils répondent. Alors, si vous convoquez un autre dialogue sous l'impulsion du président de la République, il ne va pas se ostratiser, il ne va pas se suicider, il ne va pas se poignarder. Eh bien, il va demander que vous fassiez ce que vous avez l'habitude de faire. À la fin, vous avez des enveloppes. Et puis, il continue. C'est pour ça qu'il est nécessaire de créer deux pôles d'action qui se regardent et qui font le bilan et qui disent, le peuple étant toujours tolérant, il viendra au dernier moment pour dire, on n'a pas labré, on s'est engueulé, on est des frères, mais ça on ne peut pas faire, ça on peut faire, ça on ne peut pas faire, ça on peut faire. Le peuple viendra toujours pour tempérer. Peut-être ceux qui ont peur aujourd'hui pourront même être épargnés demain et puis jurent de leur bien voler, ou bien peut-être qu'on pourrait leur même faire des cadeaux, on prend ça, vous laisse ça. Tout ça, c'est une affaire de sagesse d'un pays. Mais ne pas s'attaquer à ce problème d'une manière claire, aller encore à ce 8e, à ce 10e, à ce 11e, à ce 13e, 15e dialogue, toujours avec la même démarche, avec les mêmes diables qui tournent en rond par ici, qui tournent en rond par là. Le Congo, nous, on est partants. On ne va pas partir tant qu'on peut encore faire quelque chose pour que nos jeunes puissent dire ce pays a connu des tourments. La sagesse a pris. Est-ce que doyen, vous pensez que le dialogue sera le lieu de tout déballer, de prononcer les sanctions contre ceux qui ont géré, notamment de faire les états généraux Vous-même, vous avez dit au départ que ce qui nous a conduit à la conférence nationale était moins dur que ce que nous connaissons aujourd'hui. On a essayé de mettre l'eau dans notre action. À la fin de la conférence nationale, ça n'a rien donné. Les diables ont été toujours plus forts. Moi, je pense que ce dialogue, s'il doit avoir lieu, il faut qu'il soit effectivement un lieu où, à la fin, les uns et les autres doivent se regarder dans les yeux. Et ceux qui ont fauté doivent dire, sans être forcés, mais que leur âme, que leur conscience, que leur humanité leur dise, on a été vraiment méchant avec les autres. Écoutez, je vais finir en vous posant la question. Quand des journalistes ouest-africains se posent la question, est-ce que ceux qui dirigent le Congo sont réellement des Congolais? Qu'est-ce que ça vous dit dans votre tête? Première question. Bon, je n'ai pas l'habitude de répondre. Quand quelque part on nous dit, le FMI peut annuler toute la dette du Congo, aider le Congo à 1000%, le Congo ne découlera pas. Le Congolais sincère, qu'est-ce qu'il pense d'après un tel truc? Vous voyez, des deux questions, on se regarde. Et puis quand nous sommes ceux qui sabordions l'avenir de l'Afrique centrale, alors que nous avons eu de l'argent, quand nous savons que ça appelle 10, 15, 20 personnes
qui ont pris l'argent de tout le monde, qui ont mis quelque part et que malgré les menaces par-ci, par-là, ce que fait le FMI, ils ne daignent même pas faire rentrer. On ne sait même pas quand on paye les gens avec quoi ils payent, d'où vient cet argent. Qu'est-ce qu'il faut faire d'aussi grave dans un pays face à un peuple qui enterre près de 50 personnes, 50 morts par jour pour que l'on dise on doit payer pour ça. Et payer, le mot est peut-être très dur. Ce n'est pas toujours embasiller les gens, ce n'est pas toujours exécuter, pendre les gens. Non. Mais payer, c'est faire recours à sa conscience. Mettre de la paix dans son âme. Regarder son concitoyen vis-à-vis. Dire, mon frère, c'est vrai, à un moment donné, on ne sait pas que ce que nous faisions allait nous amener à ce stade. On a fait des fautes, mais il va falloir qu'on reconstruise pour partir. C'est simple de le faire. Alors, doyen, nombreux ont fonctionné pour manger, quand manger, ils en auront assez. Se vêtir, ils en auront assez. Circuler les VX, ils en auront assez. Alors, qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Doyen, je vais vous demander de conclure, là. Mais je suis en train de conclure, justement. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai une question que je pose aux Congolais. J'ai une question. Le nord contre le sud, ce qu'il faut faire, c'est ça, de ne pas sortir tel gars parce qu'il est du nord. Encore que, doyen, encore que dans le cadre de cette question nord-sud, vous avez des gens du sud qui sont avec le pouvoir et peut-être qui encouragent. Mais vous mettez. Vous voulez. Vous savez, depuis que la guerre s'est tenue, les grands acteurs de la guerre, ils sont où? Ils sont où? Les présidents de l'Assemblée, ils sont où? Les présidents de ceci, ils sont où? Il y a des ministres qui sont des ministres éternels tant que ce régime sera là. Ils sont pas du pôle. Ouais. Alors, est-ce qu'un jour, ils ont organisé une conférence du pôle, eux, avec des conclusions qu'ils tirent et qu'ils vont déposer sur leur chef pour dire, chef, nous sommes allés voir vraiment la base, nous avons travaillé pendant 6 jours, 7 jours, 8 jours, voici les conclusions qu'il faut appliquer. Si vous ne les appliquez pas, nous démissionnons. Est-ce qu'ils ont dit ça? Quoi? Vous pensez que ce qui se passe au Congo est une petite histoire? Au lieu de prendre les nordistes par ici, les sudistes par ici, tout ça. Les nordistes, vous savez, moi je suis effectivement du nord, par mes parents. Vous savez ce qui se passe au nord? Est-ce que vraiment les gens qui parlent du nordiste là, d'abord lesquels sur la place de Paris ont déjà parcouru le pôle après les événements de 97, qui ont été au pôle, les Poulois là eux-mêmes, est-ce qu'ils ont été dans le pôle? Nombreux n'ont plus jamais été dans le pôle. Il y a des nordistes, j'en connais quelques-uns, qui pour vivre cette situation de leurs propres yeux, ont fait le périple à titre individuel, ont parcouru le pôle pour voir. Ils sont revenus pour dire, franchement, on ne doit pas faire ça, et il faut lutter pour que ça ne se fasse pas. Et je suis très content d'ailleurs des jeunes indignés, pour conclure, qui depuis un bon bout de temps, quand ils évoquent le génocide et les drames de quoi, ils évoquent les génocides, les drames de partout. Des Konongo, du Poul, ce n'est pas par échec, c'est-à-dire proportionnellement parlant. C'est déjà une bonne vision de présenter que ce pouvoir, et il y en a qui tirent leur marron de feu avec ce pouvoir, et ils sortent de partout. Et il y en a qui le subissent et qui en souffrent, et ils sortent de partout. Nord, sud. Alors, doyen, le temps est épuisé. Je vous donne 2 minutes pour résumer notre entretien. Rêvons un peu. Dans l'hypothèse d'une conférence, d'un dialogue national au Congo-Brazzaville, pouvez-vous me donner, vous pouvez prendre des notes. D'abord, proposez-moi un médiateur. Je vous invite à être concret. Un médiateur, un lieu et un ordre du jour. Un médiateur, un lieu et un ordre du jour. Non, je ne serai pas capable de répondre à cette question. Je ne voudrais pas être tant ambitieux pour penser qu'à moi tout seul, je peux répondre à cette question. D'abord, vous proposez médiateur. Je n'en ai pas la capacité ni la force. Parce que je ne suis pas au centre de la vie politique de notre pays, même si je vis cette vie depuis longtemps, même si je suis un combattant de la liberté depuis très longtemps, mais je n'ai jamais été reconnu comme tel. Je n'ai jamais été ni directeur général, ni directeur central, ni ministre. Tout ça, les Congolais ne respectent que ça. Oui. Mais les Congolais auront l'intelligence de trouver un médiateur. Ne vous en faites pas. Et le lieu? Le lieu, eh ben, il ne faut pas qu'il soit un lieu qui pourrait avoir des interférences d'intérêt avec le Congo, donc avec certains partis. Il y a bien des lieux neutres. Eh ben, nous avons les institutions internationales comme l'ONU, comme etc., etc. Cette question, au moment venu, si le Congo décide d'aller vraiment un vrai dialogue qui tranche, qui est une borne, n'est-ce pas, hein, entre le passé et l'avenir de demain, ils trouveront le lieu.
Eh bien, en ce moment-là, l'ordre du jour sera établi par des intelligences qui se battent. Si seulement ces intelligences prennent conscience qu'il va falloir Doyen, vous n'avez pas à l'idée quelques 2, 3 points que vous jugez non, moi, essentiels. je ne précipite pas les choses maintenant. Si seulement un jour la démarche est adoptée et la et que je suis associé, ben, je pourrais effectivement donner ma modeste contribution, comme j'ai toujours fait. Ah, vous êtes donc ouvert à l'idée de participer à une équipe dont le but serait d'entreprendre des négociations préliminaires au dialogue ou, Exactement. Il faut des négociations préliminaires, structurées, avec des fractions structurées. Il faut. Quand nous sommes allés en 2001, dans ce dialogue qui a été récupéré, de fin de crise, qui aurait pu être un vrai dialogue, après ce dialogue, on n'aurait pas pu vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est parce que, comme toujours, il a été récupéré. J'ai bien fait partie. Je vous ai dit que moi, j'ai été l'un des 2 initiateurs de la création du Front. Du Front. Le Front, c'est nous qui avons fonctionné pour aller remettre le Front dans les mains de grand frère Bokamba, dans les mains de Papa Poignet, dans les mains du président Milongo. Les 3, on n'était seulement que 3. Et c'est à partir de là que la dynamique de la naissance du Front est partie et a permis à tous les danseurs sur les corderies flexibles de se retrouver à Brazzaville. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et d'ailleurs, en fait de compte, on n'a pas pu contrer Brazzaville. Brazzaville, avec le centralisme démocratique, avait déjà organisé son dialogue terminé. Et à l'intérieur du front, on avait des passerelles qui ont permis tout simplement que les opposants, bien ceux qui étaient chassés par la force, aillent à Brazzaville valider. Après, c'était le choix de chacun, ou d'intégrer l'équipe ou de ne pas intégrer, ou de rester à l'exil, etc. Ce dialogue qui était le dialogue, qui aurait pu être la dernière borne, après toutes les violences qu'on a connues, aurait pu mettre fin à tout ça. Mais la volonté de mettre fin à la violence, pour pouvoir régner, pour pouvoir diriger, pour pouvoir... Cette volonté n'a pas rencontré une opposition qui puisse la contraindre, n'est-ce pas, à rejeter cette démarche. Parce qu'en face, il faut toujours... Le général de Gaulle disait ceci, j'ose le citer. Quand vous avez un conflit interminable qui se répète à chaque instant, il faut dialoguer avec les extrémistes. Parce que quand vous trouvez une solution avec les extrémistes, elle est solide et elle est dure. Si par contre vous cherchez votre solution avec les intermédiaires, les neutres, ceux qui disent neutres, le pays coule, il y a des neutres, les gens meurent, il y a des neutres, le pays n'a plus d'argent, il y a des neutres, votre solution ne sera jamais, là c'est moi qui ai ajouté bien sûr, c'est dommage, ce qui se passe au Congo. Vous ne trouverez jamais une solution stable, durable, pérenne. Votre pays ne connaîtra jamais la paix. Je vais vous donner un exemple. Nous avons aujourd'hui une opposition. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est telle qui s'est déplacée? J'apprends que le président Sassou, quand il est arrivé ici, il y avait une petite commission à côté qui cooptait des gens pour aller. Bon, le président est partie prenante. Mais est-ce que les opposants de Brazzaville se sont déjà structurés, organisés pour dire, bon, maintenant, on va aller donner notre plan à la diaspora, on va se soulever pour être face. Il faut être face. Ça veut dire que si on radicalise les positions pour dire, oh, il faut qu'on en finisse avec cette culture, il n'y aura que 2 camps, pas trop, pas plus. Eh bien, les gens qui dansent dans le milieu, le tango, eh bien, là où leur dernier pas se termine à gauche, ils resteront à gauche. Là où leur dernier pas se termine à droite, eh bien, ils resteront à droite. Ils n'auront pas d'autre choix que de se retrouver sur une musique de tango. Alors, on souhaiterait danser la même danse. Doyen, je crois que notre temps est épuisé. Il est exactement 15h06. Alors, on a débordé 15 heures chez vous, 6 minutes, ben oui, effectivement. Merci Doyen, de ta disponibilité, aussi bien sur le net que inbox. Nous allons donc réécouter cette interview pour en tirer des leçons et qui nous permettront certainement de nous faire une idée beaucoup plus réaliste, claire sur le dialogue au Congo-Brazzaville. Doyen Yves Lekanza de la communauté congolaise de France. Encore une fois, merci. Dans quelques 30 minutes, j'aurai une invitée, Olga, qui
qui est avec nous ici aux USA, donc, qui est une résistante congolaise à LA, donc à Los Angeles, une résistante que vous allez découvrir. Et avec Olga, nous parlons des problèmes de la crise congolaise et précisément de la jeunesse congolaise, comme les difficultés de cette jeunesse avec Olga. Je vous rappelle également que j'ai ouvert depuis la semaine dernière le micro aux femmes. Donc, le thème c'est ouvrons le micro aux femmes. Nous voulons que ces femmes se prononcent sur la question du dialogue politique au Congo, au Brazzaville, car nous savons que ces femmes côtoient les responsables politiques tous les jours et dans tous les sens, leur position peut positivement ou négativement influencer l'action des décideurs ou des acteurs politiques. Encore une fois, merci doyen Yves Lekanza Abongi de ta disponibilité pour avoir pris part donc à ce journal de la communauté. Doyen Yves Lekanza. Monsieur Jean-Louis, juste un petit mot. J'aimerais dire à nos compatriotes que j'ai levé ma voix parce que cette situation, naturellement, elle est passionnante. Parce que d'elle dépend l'avenir de notre pays, dépend l'avenir de notre jeunesse, dépend notre propre avenir parce que nous sommes encore vivants, c'est parce qu'on a des cheveux blancs qu'on n'a pas à vivre, non. Cette situation est excessivement, selon moi, grave et que l'on ne doit pas la faire perdurer, on ne doit pas faire de telle manière qu'elle se répète. Le Congo a suffisamment connu des violences, les Congolais ont suffisamment subi les violences de la part des politiques et il faut être effectivement franc, il faut être dur pour pouvoir élaguer. Et j'adore la parole du général de Gaulle. Quand la situation est difficile, je ne suis pas un extrémiste. Ce n'est pas parce que ma voix est dure que je suis extrémiste, non. Je suis capable de mettre de l'eau dans mon verre. D'abord, je l'ai mis jusque-là. Oui, je n'ai jamais été au sommet de l'État parce que je ne vis pas pour la politique, rien que pour la politique. Je fais la politique pour qu'elle puisse bien gérer ma vie, gérer la vie de ma nation, gérer la vie de mes compatriotes. Et quand elle est très mal gérée, je suis dur avec ça. Merci Jean-Louis. Bye.